Bonjour Enrico Macias. Bonjour. Chanteur populaire, le soleil, la musique judéo-arabo-andalouse, et puis l'envers du décor. J'allais dire l'envers du ciel bleu, c'est le titre de ce livre que vous publiez. Vous vous adressez en quelque sorte à vos petits-enfants dans ce livre. Et vous leur dites, voilà, derrière ce chanteur, derrière ce soleil, il y a des blessures. C'est vrai. Tout le monde se connaît, a une image de moi très festive. Et j'ai voulu montrer que derrière cette image, il y avait aussi des grandes souffrances et des grandes douleurs et des choses plus profondes que les laï, 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 poi, poi, poi. Attention, je ne renie pas mon désir d'envoyer un message au public de fête, de soleil, pour oublier tous les soucis de la vie quotidienne. Mais j'ai voulu montrer à mes petits-enfants et au public qui je suis vraiment. Oui. Qui se cache derrière cette image de fête. Bien sûr, je suis un homme de paix, bien sûr, un homme de fraternité. Je continuerai tout le temps à me battre. Pourquoi je me bats pour ça? Je me bats parce que c'est pas pour le moment présent. C'est pas pour en jouir moi, personnellement. C'est pour mes enfants, mes petits-enfants, c'est pour les futures générations de ceux qui me suivent depuis maintenant 53 ans. C'est raconter l'enfance, ce pays où vous êtes né, l'Algérie, ce pays de fraternité, des religions qui vivent ensemble. Constantine, au bord d'une falaise, cette ville construite au bord d'une falaise, avec des ponts en force de symbole. Et vous racontez qu'un jour, ce monde-là s'écroule. Oui, il s'est écroulé parce que s'est passé des choses terribles comme l'assassinat de tonton Raymond, de Cheikh Raymond Léris, qui a entraîné avec lui le départ de toute la communauté juive de Constantine, car il faut dire que la communauté juive était la plus importante à Constantine qu'ailleurs en Algérie. Et quand Constantine était démuni de cette communauté juive, c'était plus le vrai Constantine. Et pourtant, vous étiez tellement heureux. Vous racontez des jours de bonheur. Vous racontez comment vous apprenez la musique, comment vous fabriquez des instruments avec des bouts de bois et des caoutchoucs. Et comment Raymond Léris vous enseigne finalement son art et devient immensément populaire dans tout le pays. Oui, c'était les belles années de l'Algérie. Les années de mon enfance, de mon adolescence. Encore que mon adolescence s'est passée pendant la guerre. J'ai pas eu tellement de jeunesse, puisque tout de suite, de l'âge de 15 ans jusqu'à 23 ans, 22 ans, il y avait la guerre. Donc, c'était... les meilleurs moments que j'ai passés, c'était avec mes grands-parents, qui m'ont élevé, et puis avec ma famille, bien sûr, mes amis, pieds nus, dans la rue, on jouait au football, tous ensemble. C'était la diversité, c'était... on fêtait le Ramadan comme on fêtait le Yom Kippour, comme on fêtait Noël. Vous vous habillez en arabe. Pas moi, mais ma grand-mère et mon grand-père étaient habillés en arabe, en oriental. Voilà. Oui. Vous enregistriez des disques dans la maison de tonton Raymond été pour qu'il n'y ait pas de bruit. C'était dans la maison de mon père, parce que mon père était un véritable ingénieur du son. Il avait un magnétophone. Alors, comme au début, chaque instrument fait une improvisation, alors c'est tonton Raymond qui commençait, et puis après c'était la flûte, et puis après c'était moi. Mais pendant toutes ces improvisations, il allait régler le son sur le magnétophone. Puis après il revenait, il jouait lui du violon, et puis ça partait, on jouait tout le temps comme ça. Oui. Mais un jour, vous entendez des coups de feu, vous distinguez des armes, il y a des attentats. Il y avait eu un pogrom contre les Juifs, et là, le pays s'embrase. C'est-à-dire le pogrom qu'il y a eu, c'était 4 ans avant ma naissance. C'était le 5 août 1934. Et j'ai entendu parler de ça depuis que je suis né, parce que ma mère, lorsqu'elle est arrivée chez elle, elle a découvert une grosse partie de sa famille massacrée lors de ce pogrom. Et elle a eu immédiatement les cheveux blancs. Les cheveux qui ont blanchi immédiatement par le choc. Elle a recueilli un de ses neveux, qui s'appelait Jackie, qui a grandi en même temps que nous, parce que moi j'ai eu un petit frère plus tard, mais c'était comme mon grand frère, et il n'a pas survécu aux blessures de ce massacre.
qui s'appelait Jackie, je l'aimais beaucoup. C'est un dessinateur hors pair. Puis il est décédé à l'âge de 12 ans. Voilà. Oui. Et un jour, donc, les attentats, le cycle de haine, de vengeance aveugle, des rumeurs aussi. On dit que... Des complots. Oui, le complot. On Le accuse, on apprend qu'il y a des accusations contre Cher Raymond, Oui. qu'on accuse d'être lié à l'OAS. Non, c'est-à-dire que pendant que moi j'étais instituteur en Algérie, j'entendais des choses sur Tonton Raymond. Mais Tonton Raymond était parti en France pour préparer notre départ. C'est-à-dire pour acheter un appartement, pour préparer mon départ. Il était parti avec mon papa, avec ma mère et avec Suzy et mon pauvre frère. Et pendant ce temps-là, bon, j'étais tranquille pour Tonton Raymond, mais je savais qu'il y avait un complot qui se préparait contre Tonton Raymond. Il y avait quelque chose qui allait se préparer, qui allait se faire. Et puis, un jour, je prends la voiture d'un débutant, c'est lui qui conduisait, et il se plante sur un arbre. Donc, j'ai un accident, je vais à Oued Atmenia, ce qui est avant le château d'Indurumel, où j'étais instituteur. Et là, je vais à l'hôpital, on me recoue, j'ai encore la cicatrice, là, et juste, on reçoit un coup de téléphone. C'est mon beau-frère, Jacques Léris, le docteur Jacques, qui est devenu docteur par la suite, Jacques Léris. Jaco me dit, tiens, il y a papa qui vient de rentrer. Je lui dis, comment ça? Il devait rester, m'attendre, je devais préparer les billets pour amener les deux familles en France, parce que ça allait très très mal à cette époque. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit, mais tonton Raymond, pourquoi tu es revenu? Il se passe ça, ça et ça, il y a des rumeurs, comme quoi tu fais partie de l'OAS, comme quoi... Alors que c'était pas vrai du tout, pas vrai du tout. C'est un homme très tolérant, qui aimait aussi bien les musulmans que les juifs, que les chrétiens. Il était comme je suis moi devenu maintenant. C'est lui qui m'a enseigné tout ça. Je suis un exemple. C'est lui qui m'a donné toutes ces idées-là de tolérance et tout ça. Et tonton Raymond, c'était mon père spirituel. C'est pour ça que je vous dis tout ça. Et il me dit, tu sais, mon fils, ce sont ces dernières paroles que j'ai entendues. Je préfère mourir en Algérie que de vivre en France. 2 jours après, il était assassiné. Et tout ce monde-là s'écroule, Oui. Enrico. Et vous allez donc quitter l'Algérie, vous partez sur un bateau, vous avez des mots qui vous viennent à l'esprit. Ces mots, c'est une chanson qu'on va entendre, qui s'appelle « Mon pays ». Adieu, mon pays. Ouais. Pourquoi vous écrivez ces mots-là, à ce moment-là? Vous savez que vous ne le reverrez plus, ce pays. Oui, c'était un moment de nostalgie avec le bateau qui avançait vers quelque chose de nouveau, vers un autre futur. Comme j'étais jeune, je pensais que ça allait être l'Amérique, la France. Mais c'était aussi le départ forcé de l'Algérie. C'était le départ d'une Algérie qui avait changé pendant 7 ans, avec les attentats, la violence et tout ça. Puis c'est aussi le départ de l'Algérie de mon enfance, cette belle Algérie avec ces belles couleurs, le départ de tout ce que j'aime, quoi, tout ce que j'aime. Ouais. Et voilà que leurs souvenirs se réveillent. je me prends à chanter. J'avais ma guitare, bien sûr. Je chante « J'ai quitté mon pays » avec ces mots-là. Écoutez. Mon pays perdu. Mais vous savez, c'est que Des villes tout le monde blanches pleurait. que j'aimais. Tout le monde pleurait. Parce que chez nous, on a l'habitude, comme dans le Pays Basque, de chanter quand on a du bonheur ou quand on a un malheur. Alors ça, je ne sais pas si c'est un malheur ou un bonheur d'avoir quitté l'Algérie. Dans ma tête, c'était les deux mélangés, parce que j'allais me refaire ma vie. Et puis, j'allais quitter la violence, tout ça, le sang, tout ça. Mais quand même, l'Algérie coulait dans mes veines. Et j'ai chanté cette Ouais. chanson. Elle coule encore dans vos veines, Elle l'Algérie, coule Enrico. encore, ouais. Elle coule encore, bien sûr.
bien sûr. J'ai jamais fait le deuil de l'Algérie puisque je suis jamais retourné. Vous avez failli retourner, vous le racontez. Oui, À chaque fois, oui. ça a déclenché de la haine. Il y a eu des campagnes. Pas le peuple, une partie d'extrémistes qui n'ont pas voulu de mon retour. Donc ils m'ont sanctionné et ils ont sanctionné le peuple aussi, qui à près de 100% voulait mon retour et veut toujours mon retour. Vous êtes en prêt à Algérie. y aller, si c'est possible, aller chanter enfin en Algérie, à Constantine. C'est mon rêve de rechanter à Constantine, surtout de rechanter les chansons qu'ils aiment maintenant, que j'ai composées après mon départ, mais aussi de chanter la musique arabo-andalouse à Constantine, qui est la capitale du Malouf. Et moi, je suis devenu un spécialiste du Malouf. Oui, vous racontez aussi, quand vous arrivez en France, on vous traite de sale bougnoule. Oui, sale bougnoule, pour moi, si on me traite de sale bougnoule, c'est comme si on me disait salut ou pain. C'est la même chose. Si on me traite de sale bougnoule, c'est qu'on m'a traité de sale juif aussi. Puisque Oui. si quelqu'un croit que je suis musulman et qu'il me traite de sale bougnoule, c'est comme s'il savait que je suis juif et qu'il me traite de sale Oui. pain. Vous C'est êtes la même juif chose. arabe, vous dites. Je suis un juif arabe, oui, je le dis. Je suis le seul juif arabe qui ait osé le dire dans une chanson, dans Juif espagnol. Je dis, moi, je suis un juif arabe. Oui. Je suis un fils de nomade ou d'Indien, qu'importe mon destin. Oui. Vous racontez une anecdote dans ce livre. Un jour, vous entendez un type qui crie dans la rue. Vous vous arrêtez. Il a crié « Vive la non. Palestine !» Alors voilà, je vais vous raconter. J'étais rue Comartin. J'étais avec un copain, il n'y a pas longtemps. Hein. Je devais partir quelque part dans la voiture. Et juste avant de monter dans la voiture, je vois deux garçons qui me disent « Salut Enrico ». Il y en avait un grand et un tout petit. Alors, et puis ils me disent quelque chose, le petit me dit quelque chose par la suite. Mais j'ai senti que c'était quelque chose de pas gentil, pas bien. Alors je m'arrête avec la voiture, je m'arrête. Heureusement, ils étaient encore sur le trottoir. J'appelle le grand. Je l'appelle, je lui dis viens. Je les appelle d'ailleurs tous les deux, mais c'est le grand qui vient. Et je lui dis qu'est-ce que vous m'avez dit après Non, c'est pas moi, c'est le petit. Je lui dis bon, le petit, viens voir, viens. Qu'est-ce que tu m'as dit après salut Enrico? Qu'est-ce que tu m'as dit? Non, je t'ai dit vive la Palestine. Ah bon? Ben c'est très bien. Je crois que je lui ai donné une très bonne leçon. Je lui ai dit, tu cries vive la Palestine et moi je vais crier vive Israël. Non, toi tu cries vive Israël et moi je crie vive la Palestine. Tu es d'accord? Il me dit d'accord. Et on criait à tue-tête dans la rue Comartin. Il disait vive Israël et moi je disais vive la Palestine, vive Israël, vive la Palestine. Je lui ai dit, tu vois, hein, ça n'avait pas besoin de me dire seulement vive la Palestine. Oui, parce qu'Enrico, vous découvrez finalement Israël après votre retour en France. Vous aimez profondément Israël. Vous dites, je ne suis pas aveugle non plus de ce qui s'y passe. Et vous dites aussi que vous êtes proche des Palestiniens. Je suis proche dans la mesure où je sais ce que c'est que d'être un réfugié, un rapatrié. Parce que j'ai souffert beaucoup de ça. Parce que moi, je croyais qu'on a payé de notre sang le fait d'être français. Je croyais qu'on allait arriver comme des héros en France, mais on a été reçus quand même comme des étrangers. C'est pour ça que je comprends le problème des réfugiés et des étrangers. Moi, j'ai toujours chanté la paix entre les peuples, quels qu'ils soient, y compris la Palestine et Israël. Je veux que la Palestine est un pays. Je veux des frontières sûres et reconnues pour Israël. Voilà, mon rêve, c'est d'aller chanter à la fois à Tel Aviv, Jérusalem, et puis à Gaza. Pourquoi pas? Je veux que ces deux pays qui sont dans le Moyen-Orient montrent l'exemple. Parce que n'oublions pas que le Moyen-Orient, c'est le berceau de l'humanité. Et si Israël et la Palestine font l'effort de faire la paix ensemble, si Israël, qui a déjà reconnu la Palestine, et si la Palestine reconnaît enfin l'État d'Israël, pas en voulant les mettre à la mer, ou quoi que ce soit, pas en voulant les tuer, ou leur donner des coups de couteau, des coups de poignard, ou leur jeter des pierres. Non, se discuter ensemble, parce que quand même, on est assez intelligent maintenant
les deux, pour pouvoir trouver une solution. Et même si ça n'arrive pas de mon vivant, je sais que ça va arriver du vivant de mes enfants et mes petits-enfants. C'est pourquoi ce que je fais en ce moment, je ne le fais pas pour moi, je ne le fais pas pour les gens qui vivent maintenant, je le fais pour nos enfants et nos petits-enfants. Parce que je ne veux pas qu'un jour ils disent « Ah, notre grand-père, notre arrière-grand-père n'a rien fait pour nous ». Je ne veux pas qu'ils nous reprochent ça. Oui. Je veux leur préparer le travail. Oui, mais un jour, vous seriez prêt à partir en Israël? Vous rêvez même peut-être de cela? Vous diriez, vous avez dit dans une interview, même si un jour l'extrême droite est au pouvoir en France, je partirai en Israël. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais vous savez, en chaque juif, il y a ce rêve de retourner à Jérusalem. Vous savez, pendant 5000 ans, on a été privé d'une patrie. Vous savez ce qui est arrivé quand on n'avait pas de patrie. Il y a eu la Shoah, il y a eu tout ça. À l'époque de Pétain, les Juifs n'étaient pas heureux en France. Il y a eu les collaborateurs qui nous ont vendus aux Allemands. On a été à Auschwitz, un peu partout. Malgré cela, je reste en France parce que j'aime la France. C'est le pays qui m'a tout donné. C'est le pays qui m'a rendu ce que j'ai rendu. Mais je ne veux pas que la France redevienne la France de Vichy. Vous pensez que c'est possible, ça, Enrico? Il y a une Vous menace savez- réelle? Vous savez, je vais vous dire, il faut être vigilant. L'histoire est malheureusement un éternel Mais recommencement. Marine Le Pen, c'est une menace similaire à Pétain? Oui, oui. Parce que son père, il a dit que la Shoah, c'était un détail de l'histoire. Et sa fille, elle a été en Autriche pour un bal nazi dès le début où elle a été élue présidente du Front National. Non, j'ai pas confiance. Le Front National, l'extrême droite, reprend tous ces pontifs de la Shoah et tout ça. Enfin, de ce qui a précédé la Shoah. Non. Ce que je veux, c'est que la France, les partis politiques, qu'il y ait enfin un front républicain, pas seulement pour les élections, Oui. mais pour gouverner la France contre le Front National, qui est une vraie menace. On me dit que les sondages donnent Marine Le Pen, en 2017, première au premier tour. Qu'est-ce que ça sera en 2022 ? Elle pourrait avoir le pouvoir. Et si la France redevient comme du temps de Vichy, pourquoi je reste en France ? Et pourquoi toute ma communauté ? Pourquoi les musulmans qui sont... J'ai lu aujourd'hui un article comme quoi le Front National draguait les musulmans, mais ça n'empêche pas qu'elle a été au tribunal pour avoir traité les musulmans de je sais pas quoi, parce qu'ils faisaient la prière dans la rue. Alors, moi je le dis aux musulmans et à la communauté juive. Si Marine Le Pen vient au pouvoir, je vous en supplie, ne restez pas en France. Enrico Macias, la paix. Parce que dans ce livre, vous racontez Sadat, vous racontez ce berger qui est tombé, vous avez fait une chanson, vous racontez comment vous êtes devenu ambassadeur de la paix à travers le monde. Malgré tout, vous y croyez encore à la paix. Vous vous dites, ça vaut le coup de chanter pour tonton Raymond, pour tout ce que vous avez vécu, pour les réfugiés aujourd'hui qui sont à Calais, pour ceux qui n'ont pas de patrie. Bien sûr, parce que la paix existe dans mes spectacles. Dans mes spectacles, il y a des gens de toute religion, de toutes les communautés qui viennent me voir. Et ils communient avec moi, ils chantent avec moi les chansons. Donc, si dans une salle de spectacle, on arrive à réunir tout ce monde-là, pourquoi pas dans la planète? Pourquoi pas dans l'humanité entière? Si je continue à chanter la paix, c'est parce qu'elle n'est pas là encore. Mais vous savez, quand elle arrivera, la paix, il y aura un autre combat. C'est pas seulement une paix signée dans les livres d'histoire. Il faut que la paix soit intérieure. Et la paix, pour qu'elle soit intérieure, il faut augmenter la connaissance. Il faut que la connaissance avance. Il faut que les gens apprennent ce qu'ils ne savent pas encore. Et quand on devient plus intelligent, on dit bien bête et méchant. Donc intelligent et heureux de vivre ensemble. Merci beaucoup, Enrico Macias. Ce livre, écrit avec Bertrand Dical, s'appelle « L'envers
du ciel bleu. Nous étions ravis de vous recevoir. sur Merci TV5 beaucoup. Monde. Merci.